je sais, on a eu une semaine tout simplement hallucinante entre la suspension de la réforme des retraites, une droite dite républicaine et libérale qui vote socialiste et une présidente de l'Assemblée nationale qui nous explique que l'héritage c'est une chose qui est tombée du ciel, voilà. Mais moi j'ai 3 bonnes nouvelles pour vous, c'est votre argent, c'est votre week-end et c'est une émission exceptionnelle. On va revoir tous les événements de la semaine et il y en a eu beaucoup qui ont un impact évidemment sur l'économie, sur la finance, sur vos finances, sur votre argent, sur les marchés. Au sommaire aujourd'hui, bon, vous ne pouvez pas y échapper, hein, je sais qu'on en parle beaucoup, mais on va essayer de voir les conséquences économiques de ce projet de budget et puis de ce qui se passe, notamment avec la suspension de la réforme des retraites et le Cornu 2. La question macro, on a eu un rapport qui est passé assez inaperçu, c'est le FMI qui a révisé ses taux de croissance à la hausse pour le monde et pour les États-Unis. Et surtout, ce qui m'a intéressé, c'est qu'ils ont remis en question l'idée que les droits de douane pouvaient avoir un impact sur l'économie et la ralentir. C'est assez intéressant, on va en discuter. Le chiffre de la semaine, c'est la réaction du CAC après l'annonce de la suspension de la réforme des retraites. Alors bien sûr, il y a eu les résultats de LVMH, il y a eu d'autres événements, mais quand même c'est un peu étonnant. On va essayer d'expliquer pourquoi. En deuxième partie de l'émission, on va se demander si la bourse va continuer à monter jusqu'au ciel ou si les valeurs tech sont un peu fatiguées. La question d'argent, c'est quels sont les placements à privilégier dans cette période, le top ou flop de la semaine, le top 3 des gérants, les actions à acheter ou vendre, mais vous le savez maintenant, pour une émission exceptionnelle, il faut des invités exceptionnels. J'ai donc le plaisir de vous présenter nos Jedi de l'économie et de la finance. Alors avant, je disais, il sait tout faire, du culturisme à l'élevage de chats en passant par l'économie. Et maintenant, en plus, il est animateur d'une émission de télé sur BFM Business, Christopher Dembicq de PicTAM. Rappelez-nous votre émission et puis quand est-ce qu'on peut la regarder? La Masterclass qui est chaque vendredi à partir de 11h, 11h midi. On essaie de décortiquer un peu l'économie et de prendre du recul par rapport à ce que l'actualité chaude. Et on peut suivre ça en podcast sur toutes les plateformes de BFM Business. Heureusement qu'il est là pour défendre la France avec ardeur et défendre la France en ce moment. C'est pas évident. J'avais besoin de me remonter le moral. J'ai demandé à Pierre de venir. Pierre, merci d'être venu. Pierre Chang, tu es responsable de la gestion France et environnement à la financière de l'échiquier. Moi j'avais gérant, donc tu as été promu. ça remonte un peu, mais... Ouais, bon, enfin bravo quand même. Merci beaucoup, merci. Bon, pour moi, sa société de gestion est une référence et parmi les sociétés de gestion et les gérants, c'est une référence lui-même. Romain Burnand, président de Moneta M, toujours un plaisir de te recevoir. Merci Marc. Belle boutique, je crois que vous faites des étincelles en ce moment. Oui, on a une très très bonne année pour tous les fonds de la gamme. Ouais. C'est un peu le retour de l'Europe et la revanche si des valeurs très ancrées dans l'Europe par rapport aux valeurs globales. Et quand tu dis très bonne année, tu peux nous donner des idées de performance, par exemple, de tes fonds principaux? Oui, par exemple, le fonds Moneta Multicap fait plus 25%. Ah oui, quand même. Year to date, donc nettement plus que les indices. Le fonds Moneta Long Short fait nettement plus. Il est à volatilité réduite, il doit faire plus 17-18%. Bien. Et les fonds petites valeurs font plus 25. Bravo, c'est une bonne année. C'est une très très bonne année. Bon, quand est-ce qu'on va boire le champagne chez Moneta à la fin de l'année? On attend la fin de l'année quand même. On ne fait jamais rien parce qu'il faut garder la tête froide. Et c'est une course de fond. Sort le champagne quand même. Elle pratique tous les triathlons et notamment celui de l'économie, de la finance et des taux d'intérêt. Valentine Hénouz, vous êtes responsable de la stratégie taux chez Amundi Institute. Bonjour. Les taux, ça bouge, hein? Les taux, ça bouge. C'est formidable. Ça bouge pas mal, là. Et ça va bouger encore. Ça va bouger encore, mais là, bon, ça a bien baissé cette semaine. Ça a bien baissé, oui. Ça a bien baissé. Pas que en France, hein, ça a bien baissé aux États-Unis. On est passé quand même en dessous des 4% sur le 10 ans. C'est un événement, hein. On s'y attendait pas. Allez, on passe tout de suite. Je sais pas, rien que de dire le mot, j'ai envie de pleurer. Budget. Ouais, alors la France est malade, contrairement à ce que dit Pierre. Notre monde politique est malade et moi-même j'en suis malade. La seule mini-réforme de Macron 2 a été suspendue. Alors on va plus taxer les riches, on va plus taxer les retraités, on va plus taxer les entreprises qui, par malheur, gagnent de l'argent. Comment est-ce possible tout ça, Christopher Dembicq, dans un monde où franchement l'information et le bon sens, on parle du bon sens paysan français, comment on peut croire au Père Noël, quoi? Comment on peut croire qu'on peut avoir une retraite à 62 ans avec une espérance de vie à 80 ans? Comment on peut encore parler de taxation accrue sur les héritages alors qu'elle est explosive? Comment on peut même évoquer
la taxe Zuckman, c'est-à-dire le simple fait d'en parler, je ne parle même pas de l'adopter, le simple fait d'en parler, c'est tellement aberrant. Comment tout ça est possible et quel impact sur l'économie française ? Je pense qu'on est 3 facteurs qui sont conjoints. Vous êtes à la fin d'un cycle politique où vous avez finalement, on le voit très nettement, une forme de parlementarisme qui se met en place, qui ne met pas en avant les meilleurs. Ça, c'est le premier point. L'autre élément, c'est qu'on peut quand même questionner qu'en France, si on n'a pas, si on a vraiment connu une forme de libéralisme, parce que la réalité, vous regardez toutes les mesures, vous en avez mentionné certaines, qui sont d'ailleurs même soutenues par des partis qui se présentent comme libéraux. La réalité, c'est qu'on a une forme de socialisme plus ou moins intense qui est un peu répartie dans toute la classe politique. On est d'accord là-dessus. Il n'y a pas de parti libéral en France. Il n'y a pas de parti libéral. Vous avez une ou deux figures, notamment le maire de Cannes qui est libéral, mais la réalité, il n'y a pas de libéralisme, de courant libéral en France. Parce que, et vous rajoutez un dernier point, c'est vous parlez à n'importe quel responsable politique. Depuis 2014, il a parfaitement intégré que la question de la dette est secondaire parce que dans le pire des cas, il y aura la BCE. Alors certes, vous pourrez me rétorquer en disant oui, mais la BCE n'interviendra pas gratuitement, il y a les fameuses réformes structurelles, mais ces responsables-là vous disent oui, mais la France, c'est la deuxième économie de la zone euro, vous n'allez pas pouvoir faire comme avec la Grèce typiquement. Peut-être d'ailleurs qu'ils n'ont pas tort. Mais donc c'est open bar quoi. C'est open bar. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le choix qui a été fait, c'est qu'on a fait un petit cadeau de 3 mois à la génération de 64 qui va nous coûter, alors certes, on nous parle des chiffres de 2025, 2026. Ouais, c'est pas le sujet. On est d'accord que c'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Et surtout, on sait que cette réforme, elle montait en gamme. À 2027, c'est déjà 5 milliards, ça va nous coûter, sachant qu'on a 139 milliards de déficit à peu près, et qui peut d'ailleurs continuer de s'accroître. Vous avez une croissance qui est inférieure à la zone euro, elle est de moitié au niveau de la zone euro, on est entre 0,5, 0,7 cette année. Vous en parlez souvent dans votre newsletter, on le voit très bien, les chefs d'entreprise n'investissent pas, embauchent pas, vous n'avez pas de création d'activité. Et la France a un peu cette impression de se dire, on est à l'écart de toute... de la réalité économique. Exactement. C'est un déni de réalité. C'est-à-dire que la démographie, pour nous, ça ne s'applique pas, ça s'applique à tout le monde. Quand vous regardez... Moi, ce qui me choque, par exemple, c'est que nos responsables piochent un peu là où ils veulent. Notamment, vous avez en ce moment, alors on a eu la période, c'est le modèle allemand, maintenant c'est le modèle espagnol. Le modèle espagnol, c'est quoi ? C'est la retraite effective à 68, 69 ans parce que les pensions sont trop basses. Donc, vous êtes dans un cercle qui, pour moi, je pense que c'est le sujet, c'est le décrochage de la France, qui était déjà enclenché, qui va vraiment s'accentuer, et surtout ne pas croire qu'on aura les cartes qui vont se remettre, enfin, les compteurs qui vont se remettre à zéro. Je pense comme vous, Christopher, mais Valentine, quand on voit, par exemple, c'est votre spécialité, qu'on voit qu'on est en train d'annoncer une suspension de la réforme des retraites et que les taux en France et que le spread de taux par rapport à l'Allemagne baisse, on n'y comprend rien. C'est-à-dire, vous qui êtes sur les marchés, je ne comprends pas qu'on ne soit pas sanctionné en suspendant une réforme, alors qu'on ne fait pas de réforme et qu'on a besoin de réformes structurelles. Alors, les marchés, ils ont vraiment une vision à moyen terme. Ça veut dire même à court terme, on va dire. Non, mais à moyen terme, ils laissent pour moi 2 ans à la France, le temps d'avoir cette instabilité politique, un déficit qui va tourner autour de 5,5, et restent confiants qu'à terme, on sera capable de faire baisser la dépense. Quel miracle ? Ils espèrent qu'avec les élections présidentielles, on ait une majorité un peu plus responsable au Parlement qui soit capable de réduire les dépenses, de prendre des décisions. Et dans quel cas de figure, toutes les projections aujourd'hui donnent une incertitude totale sur 2027. C'est-à-dire, on a l'air de présenter 2027 comme étant la solution à tout, mais en 2027, il ne va pas y avoir de miracle. Il faut voir le point de vue d'investisseurs étrangers. Nous, on est français, on est peut-être, je dirais, plus inquiets. Mais un investisseur étranger, il voit la dette française comme étant une dette bien notée, hein. On va sûrement être baissé d'un cran, mais on reste une dette bien notée. On reste une dette de la zone euro. On a un quart de notre dette qui est détenue par la Banque de France. On a un coût moyen de notre dette qui est faible, qui reste autour de 2%, qui va continuer de grimper. Donc, et on a des ménages qui ont de l'épargne et une forte capacité à lever l'impôt. Donc, les investisseurs étrangers, ils regardent tous ces facteurs qui sont globalement positifs pour la dette française. Après, d'un point de vue économique, pour moi, c'est extrêmement dangereux ce qui est en train de se passer, parce qu'on regarde les ménages, les entreprises, ils sont de plus en plus inquiets de cet accroissement de la pression fiscale, et on a peu de visibilité sur le fait qu'on soit capable... D'accord, mais on est tous d'accord pour dire la même chose, sauf qu'il n'y a pas de sanctions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit bien... Parce qu'il n'y a pas de couteau sous la gorge aujourd'hui pour la dette française. Si on regarde la charge d'intérêt en poids de PIB, eh bien, elle est peu élevée, elle est autour de 2%. On est inférieur au niveau qu'on avait en 2010. On a du temps
pour réduire nos dépenses. Donc ça, c'est quelque chose... Par quel miracle on va les réduire? On a du temps. Nous, on s'interroge. En 50 ans. On s'interroge par quel miracle on va arriver. Les acteurs économiques, eux, ils craignent qu'on ne fasse pas les choses progressivement et qu'à un moment donné, il y a un rattrapage budgétaire très fort qui doivent intervenir. Et les investisseurs étrangers, ils se disent, il n'y a pas de problème. Il y a la Commission européenne qui va rappeler la France à l'ordre, il y a la BCE qui va rappeler la France à l'ordre, et puis ils ont un rattrapage budgétaire assez violent à un moment donné. Mais sur la dette française, pas de sujet. Romain, vous et moi, on a des cheveux blancs, on a un peu de recul. Vous le percevez, vous, ce déclassement de la France sur les 40 ou 50 dernières années, réellement, à travers les entreprises? Je ne parle pas des entreprises qui exportent à l'international. Pas à travers les grandes entreprises, parce qu'elles rayonnent. Et ce qu'il faut peut-être avoir en tête sur l'évolution du CAC 40, c'est que si on regarde le sous-jacent du CAC 40 qui est économiquement basé en France, c'est que 15% du CAC 40. 15%, c'est en France. C'est-à-dire il y a dedans, par exemple, des banques qui sont plus, bien sûr, axées sur la France, des banques de réseau comme BNP ou Société Générale, mais vous avez des sociétés globales comme Schneider et compagnie, qui n'ont que moins de 5, 6, 7% en France. Mais donc le CAC 40, c'est 15% en France. Mais au-delà du CAC, au-delà des indices, votre perception, vous, en tant que gérant, mais en tant aussi que Français, en tant que citoyen, en tant que spécialiste aussi de l'économie, de la finance, vous dites, qu'est-ce qui est en train de se passer? Ou vous dites non, en fait, c'est... Il n'y a rien à voir. Si, on voit bien le glissement dans tous les classements de poids de l'économie française ou l'économie européenne par rapport au PIB mondial. Je connais un présentateur ici présent qui avait fait un livre sur le sujet, sur Donc on est dans une situation, mais comme me dit Valentine, c'est pas une situation qui est nouvelle. Donc les marchés, c'est une situation qui effectivement se déroule sous nos yeux, avec des avantages qu'a signé Valentine, avec une démographie qui est moins pire que certains de nos voisins, avec des très grandes sociétés qui rayonnent dans le monde entier. Alors c'est pas forcément des bases fiscales importantes pour la France, mais quand même c'est. Mais la France c'est pas LVMH quoi. La France c'est pas LVMH, mais LVMH est quand même français. Schneider, c'est donc un microcosme aussi de consultants qui peuvent tourner autour. Pierre, face à ce pessimisme ambiant, c'est quoi votre message? Moi, je ne partage pas forcément le pessimisme. En fait, ce qui me marque, c'est qu'on vient de faire 10 ans de baisse d'impôts, assez forte quand même. 90 milliards ou 100 milliards sont les calculs. Et là, on parle un petit peu de taxes et tout de suite, ça choque. Bon, c'est normal. Attendez, on est quand même au maximum. Il y a eu des baisses d'impôts, mais on est quand même au maximum des prélèvements obligatoires. Plus élevé dans tous les pays développés. Non, mais ce que je veux dire, c'est que là, ce qui se passe en ce moment avec la taxe Zuckman, c'est simplement une stratégie politique. C'est le centre qui essaye de séduire la gauche. Je ne parle même pas de ça. Non, mais je parle de tout le reste. Donc cette taxe Zuckman, on ne peut pas dire les Français font ci, font ça, les Français... Sinon, là, c'est une stratégie politique. Donc on met la réforme des retraites sur pause parce que le centre se tourne vers la gauche pour obtenir sa survie. Voilà, ça en fait pas... je ne pense pas qu'il faut le généraliser tout de suite alors qu'on vient de faire 10 ans de baisse d'impôts. Donc là... Voyons voir comment ils vont voter le budget. Déjà, je pense qu'il va y avoir beaucoup de rebondissements encore. Je ne suis même pas sûr que ce gouvernement arrive à survivre encore. Vous ne pouvez pas faire du déni de déclassement. Les chiffres sont là. Non, mais bien sûr, mais l'Occident se déclasse. Mais la France... Moi, je parle de l'Occident. Oui, mais la France globale, je veux dire, le PIB par habitant, le classement du PIB par habitant, c'est une réalité objective. Oui, mais je veux dire, si vous prenez en Allemagne, c'est la crise aussi. L'Angleterre, c'est la crise aussi. Il y a des crises partout. C'est ça que je veux dire. Donc là, ce qu'on vient de vivre. Moi, je trouve qu'on est plus en crise. Moi, à mon avis, si on repart devant les urnes aujourd'hui, ce que disent les sondages, c'est qu'il y a une majorité qui est possible. Voilà, donc pour moi, là, c'est un gouvernement. Pas d'inquiétude. Non, c'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Je dis, je partage pas le pessimisme ambiant. Voilà, c'est ça. Christopher, vous voulez revenir Parce que je pense quand même sur la baisse des impôts, ok, mais quand on voit le taux... Non, le problème, c'est que quand on regarde, le taux de prélèvement obligatoire n'a cessé d'augmenter la réalité et il continue d'être à un niveau record européen, qu'on a effectivement non seulement un déclassement français qui est couplé avec un rattrapage des pays du Sud. Aujourd'hui, vous parliez à juste titre de PIB par habitant, l'Italie nous a rattrapés, donc ça prouve aussi que quand on fait les efforts structurels, on a plus de marge de manœuvre et si on prend les bonnes mesures, notamment une mesure qui est, si on
regarde notamment le succès italien, sans aller trop long, mais rapidement, succès italien, c'est grâce à des PME qui sont très nettement exportatrices. Ce sont des PME familiales, 80%, 40% en France. Et comment on fait pour avoir des PME familiales exportatrices qui ont le temps long, qui ont des stratégies de long terme? On a notamment tout ce qui est transmission du patrimoine, dotation, qui est relativement faible. En France, on peut monter jusqu'à 45%. En Italie, on a un taux de base qui est entre 4 et 8%. C'est juste un exemple qui vous montre qu'il y a des bonnes choses aussi qui sont à faire. Et ça va empirer. Et ça va empirer, oui. Pour rebondir sur ce que vient de dire Christopher sur l'Italie, vous investissez beaucoup depuis un moment, vous, sur ce pays ou pas? Oui, il y a des belles sociétés. Un dynamisme fort? Il y a eu un dynamisme des banques, mais qui est un peu artificiel. Mais quand même, la force d'Unicredit qui s'est imposée sur la scène européenne, c'est quelque chose de. Et ces PME, ces ETI un peu cotés. Alors après, il y en a tout type, et effectivement, nous on pioche à droite à gauche, mais pas spécifiquement en Italie. Oui, il y a des belles affaires de partout. En fait. On va revenir tout de suite à la question macro de la semaine. C'est pourquoi, je vais me retourner vers mes économistes, pourquoi le FMI a-t-il relevé ses prévisions de croissance dans le monde et aux USA, donc de 0,2%. Alors vous direz c'est pas grand-chose, mais ça fait quand même une croissance mondiale à 3,1%. C'est pas très loin des 3,3 de l'année dernière. 2% pour les États-Unis. Certes, c'est pas 2,8 de 2024, mais rappelez-vous qu'on parlait de récession aux États-Unis. Et puis ce que j'ai trouvé assez incroyable, c'est que le FMI dit en fait, pour l'instant, l'impact des droits de douane, Valentine, est limité. Et puis surtout, il y a ce boom de l'IA. Ouais, exactement. Mais il n'y a pas que le FMI qui revoit à la hausse ses prévisions de croissance pour les États-Unis. C'est le marché, c'est un consensus économique. Après les annonces de hausse des droits de douane en avril, on était à une prévision de croissance de 1,4. Et maintenant, on est à 1,8. Et nous aussi, on anticipe une croissance entre 1,8 et 2. Donc l'impact des droits de douane sur l'économie est beaucoup moins fort. Ça, c'est le discours, il a quand même super changé. Parce que sur les plateaux, même ici, on nous a expliqué c'est la fin du monde, on recrée des barrières, c'est le protectionnisme. Alors, bon, l'impact, il est encore à venir, donc il ne faut pas non plus crier. L'impact est encore à venir. Sur les droits de douane, on n'a rien vu encore. Non, moi, j'attends pas un impact trop fort, mais il y a un impact qui va se prolonger, jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine, mais qui devrait rester contenu. Mais je m'attends à qu'on continue d'avoir des données économiques qui surprennent positivement aux États-Unis pour 3 raisons. Déjà, il y a un cycle de baisse de taux qui est en train de se mettre en place. On a un marché action qui globalement a tenu, et puis on a ces investissements sur l'IA. Ce qui est très monstrueux. Ce qui est très positif aujourd'hui, c'est que la Fed va baisser ses taux alors que l'économie américaine est en bon état. Ça, c'est positif pour les actifs risqués, c'est positif pour l'économie. On a déjà les conditions de financement sur les marchés jusqu'à présent restent correctes. Les banques, même les volumes de crédit pour les prêts bancaires pour les petites entreprises étaient déjà en train d'accélérer. Donc on baisse les taux alors que les conditions de financement sont OK. Il y a aussi un effet richesse positif. Le marché action, sur les derniers mois, continue de bien se porter. Les Américains n'ont jamais été aussi riches qu'aujourd'hui. Et si on regarde, grâce au marché action, mais c'est quand même assez concentré. Si on regarde aujourd'hui, c'est 10% des ménages américains qui détiennent 67% des actifs, plus de 80% des actions et qui font 50% de la consommation. C'est juste énorme, un tel niveau. Et ce boom qu'on voit sur la conso aux États-Unis depuis le Covid, il est fait par les ménages les plus riches. C'est de l'effet richesse. Alors oui, il tient parce qu'il y a un marché de l'emploi, les revenus réels positifs, mais c'est surtout de l'effet richesse. Et là-dessus vient se greffer les investissements pour l'IA qui sont en train d'exploser. Et si on regarde sur la croissance aux États-Unis sur les 12 derniers mois, on tourne autour de 2%. Et là-dessus, on a 0,8 qui s'explique par les investissements dans l'IA. C'est énorme. C'est juste énorme. C'est juste énorme. Donc c'est une richesse, une croissance aux États-Unis aujourd'hui qui tient par des baisses de taux et par de l'effet richesse. Romain ? L'effet richesse peut rapidement s'inverser, comme on l'a vu notamment il y a 6 mois avec Liberation Day, où les marchés américains ont baissé de 20%, d'où l'inquiétude de récession, de crash sur les marchés, d'où les inquiétudes budgétaires aux États-Unis, les tensions des taux longs. Et je veux dire, à cette époque, le FMI lui-même avait baissé ses prévisions économiques. Donc finalement, il y avait un pessimisme excessif. Aujourd'hui, on l'a complètement oublié. On est dans le cercle vertueux de la hausse des marchés, mais ça reste fragile. Mais au-delà de la hausse des marchés, on a vécu les bulles, Internet et autres. Quand vous voyez que sur 2% de croissance, il y a 0,8 d'investissement dans l'IA, ça vous dites quoi ? Vous dites c'est une bulle ? C'est beaucoup d'investissements, on verra s'ils sont rentables, c'est des investissements qui sont des dépenses, donc effectivement tant mieux mais si on s'aperçoit qu'ils sont moins rentables, ils disparaîtront très vite. C'est ça, aujourd'hui, c'est intéressant ce que vous dites, parce que pour l'instant, c'est de l'investissement
Donc on pourrait dire c'est sain, l'investissement. Mais en fait, cet investissement, pour l'instant, il ne sera vraiment un investissement que s'il est rentable. Ça peut devenir une dépense, en fait. C'est comme Internet. Il y a eu une bulle Internet. Internet a vraiment révolutionné notre vie de tous les jours. Sauf que la bulle Internet a désigné des gagnants qui n'étaient pas forcément les gagnants de 10 ans après. Donc, mais il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés, beaucoup d'argent quand même mal investi parce que on est quand même dans une forme de bulle où l'enrichissement très rapide crée des comportements qui ne sont pas des comportements toujours rationnels. Alors on en parlera peut-être, mais on voit d'ores et déjà sur les marchés des faillites. Des petites faillites, mais on voit que les financements n'ont pas toujours été très bien attribués, qu'il peut y avoir des fraudes, que l'argent facile entraîne peut-être des prises de risques qui peuvent être excessives. Christopher Dembicke, quand on voit la croissance américaine et on voit le changement de discours très perceptible sur les droits de douane, est-ce qu'on se trompe parce qu'on a du temps et qu'il va falloir attendre, comme dit Valentine, de voir les effets et qu'il ne faut pas réagir de façon trop prématurée? Et ce boom de l'IA? Alors, sur le premier point, sur les droits de douane, je pense que ça avait été très excessif et effectivement, du jour au lendemain, on a eu des prévisions optimistes qui sont tombées avec des prévisions récessionnistes sans avoir les données, sans savoir exactement l'impact. Je pense qu'il faut toujours prendre du recul. On aura effectivement encore un impact un peu sur les droits de douane, sur la consommation américaine via l'inflation, probablement T4, on se rejoint et début d'année prochaine, qui peut être quand même contrebalancé par la baisse du prix du baril de pétrole. Trump, quand il arrivait au mois de janvier, il nous disait je veux un baril à $50. Tout le monde a souri, je vous avoue. Là, j'étais très sceptique parce qu'on était à $80 le baril. Ici, on a pris un pari pour un baril à $30. Et je pense qu'on va y aller. En tout cas, la direction est assez claire et je pense qu'il aura son pari à $50. Ça, c'est un boom extraordinaire. Ça, c'est un boom extraordinaire. De pouvoir d'achat. Exactement. Par l'essence. C'est ça. Qui peut contrebalancer d'éventuelles hausses des taxes douanières. Donc, sur l'économie américaine, on est plutôt en bonne santé. Moi, sur l'IA, alors certes, on peut être un peu dubitatif sur les investissements dans les centres de données. C'est effectivement très important, c'est peut-être un peu excessif. Mais au-delà de cela, je ne pense pas qu'on soit sur une bulle sur le grand compartiment. Vous avez des grandes entreprises aujourd'hui qui ont des marges nettes autour de 55% dans l'IA. Vous avez une demande qui reste très nettement constante. Vous avez des investissements qui sont aussi indéniablement nécessaires. Et je sais que tu connais très bien le sujet sur tout ce qui va être consommation énergétique dans le domaine de l'IA. Ils investissent massivement dans tout ce qui va être énergie verte, notamment. Alors vous dites que ça peut devenir de l'investissement, c'est pas de la dépense. Ça peut devenir de l'investissement. Il y aura des accidents, mais je ne pense pas sur les grands compartiments de marché. Ce sera plutôt sur du private equity, des entreprises qui ne sont pas cotées, start-up encore. OpenAI, on peut en débattre d'ailleurs de ces objectifs de croissance. Mais en revanche, sur du côté les grandes entreprises, je ne vois pas une inquiétude particulière. Romain, juste, je vais repasser la parole à Valentine, mais en tant que gérant, quand tu vois une action comme Nvidia, tu la regardes, j'imagine. On la regarde, oui, on la regarde du regard. Qu'est-ce que tu te dis en tant que gérant? Voilà. Est-ce que tu en as dans tes portefeuilles? Non, on n'en a pas, parce qu'on est Europe, mais on se bat là. Et est-ce que tu en aurais si tu avais un fonds américain? Pour être franc, j'en sais rien, parce que si j'ai géré un fonds américain, j'aurais une autre mentalité. Ouais. Et le danger de Nvidia, c'est de l'acheter une fois qu'elle a bien monté, ouais, et d'alimenter la bulle. Tout ce que je sais, c'est que les champions des cycles précédents, les champions en termes de capi boursière, n'ont pas été les vainqueurs économiques. Il n'y a que Microsoft qui a un rescapé de la bulle Internet au niveau de... Alors, des boîtes comme Oracle qui récemment est rené, mais qui a passé une décennie dans une... Voilà, donc rien n'est gagné d'avance. Et donc là, oui, je pense que l'espérance de gain. On est sur une bulle, parce que les gens achètent parce qu'ils achètent un concept. Ils sont pas sûrs qu'ils ont le support paraît bon, puisque bien sûr, ils ont une situation de quasi-monopole en termes d'innovation, mais les choses peuvent changer quand même vite. Valentine, vous aviez des petites inquiétudes sur l'inflation. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que l'inflation, c'est derrière nous? En tout cas, en Europe, moi, je pense qu'on va vers une déflation, mais aux États-Unis même. En Europe, je vois des risques de désinflation revenir l'année voire de prochaine. Déflation. De désinflation, déjà. Okay. L'année prochaine. Aux États-Unis, je pense qu'on aura un impact sur l'inflation contenue, mais ça reste quand même quelque chose à surveiller. L'inflation sur les services reste... Vous pensez toujours que les droits de douane peuvent avoir un impact sur le... Non, moi je pense qu'on va continuer d'avoir des surprises positives sur l'économie américaine. C'est évidemment quelque chose qui est à risque parce que ça va dépendre du cycle de baisse de taux et surtout de ce qui va se passer sur les marchés actions. Mais ne pas oublier aussi qu'on rentre dans une année électorale. Et ne pas oublier aussi qu'il y a un point très positif sur l'économie américaine, c'est l'endettement des ménages qui est sur des plus bas historiques. Et donc ça, c'est quelque chose on ne dit pas tellement. Bah oui, mais c'est quand même un point positif. Et surtout qu'il y aurait peut-être Trump qui annonce quelque chose sur l'immobilier résidentiel, parce qu'il y a quand même un vrai sujet aux États-Unis aujourd'hui.
si on regarde la vente de biens existants, on est revenu sur les niveaux de la crise de Lehman. Le marché est totalement gelé sur l'immobilier résidentiel. Il est bloqué parce qu'il n'y a pas d'offres, surtout pas d'offres de biens bon marché. Après la crise de Lehman, les promoteurs... Il n'y a pas eu de réajustement. Il n'y a pas eu un réajustement de l'offre. Et il est bloqué aussi du côté taux, parce qu'on est sur des taux fixes longs, et les gens, ils gardent leur pré-mortgage. Ils ne peuvent pas s'offrir le luxe aujourd'hui de vendre leur maison pour avoir un pré-mortgage avec un taux plus élevé. On se retrouve dans quelques minutes pour parler de la hausse du CAC après ces annonces qui pourtant n'étaient pas des très bonnes annonces pour moi. On va se demander où va la bourse en général, quels sont les placements qu'il faut privilégier, quelles actions acheter ou vendre. Top flop de la semaine, le top 3 des gérants. BFM Business présente C'est votre argent. Marc Fiorentino. Et on se retrouve avec Valentine Hénouz, Romain Burnand, Pierre Chang et Christopher Dembic. Et on va parler tout de suite de la réaction des marchés, messieurs les gérants. Le CAC 40, 3,4% de hausse sur la semaine, 2% de hausse juste après l'annonce. Pierre, ça vous a étonné quand il y a eu... alors, est-ce que c'est l'effet LVMH, dont on rappelle je crois que ça a fait 12,2% de hausse en une journée, ou donc c'est tombé le même jour? Il y a plusieurs effets, en fait, sur ce 3,5%. C'est une conjonction. Donc, effectivement, la survie du gouvernement a permis au spread, enfin l'écart de taux entre les Allemands et les Français, de réduire un petit peu ce qu'on attendait. Et donc, du coup, il y a plusieurs valeurs dans le CAC 40 qui profitent de ça. C'est Vinci, par exemple, Eiffage, Veolia ou Engie. Donc ça, c'est des titres qui sont très sensibles à cet écart de taux entre la France et l'Allemagne. Donc c'est toutes ces valeurs, les 4 que je viens de citer, elles ont pris 4%, un peu plus de 4% sur la semaine. Donc ça explique une partie de ça. La hausse. Ensuite, après, il y a 2 publications qui ont été importantes. C'est LVMH, bien sûr, qui a été très rassurante. Là, enfin, on comprend enfin que le consensus s'est enfin ajusté à un bon niveau. Et je trouve que là aussi, l'élément important de cette publication, c'est le fait que le consommateur asiatique, en particulier chinois, enfin se stabilise, quoi. Donc ça c'est enfin, et surtout ça permet de se projeter sur quelque chose de plus rassurant dans le secteur du luxe. Et ensuite il y a Total Energy aussi. Donc Total Energy, ce qui est intéressant, c'est que j'ai rencontré le directeur financier cette semaine. Et donc lui il est assez d'accord avec ce que vous dites, mais peut-être pas dans cette ampleur-là. $30 c'est quand même très 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 fort. Mais en tout cas jusqu'au mi-terme, en tout cas. Effectivement, Trump fera tout pour faire baisser le dollar. Et effectivement, exactement pour compenser l'impact des droits de douane. Donc ça, c'est sûr. Donc, mais en même temps, cette publication de Total Energy, elle a rassuré parce que dans ce contexte qui est pas très porteur pour le groupe, finalement, ils arrivent à bien maîtriser leurs dettes. Ils ont annoncé une réduction des investissements, et donc finalement, pour les investisseurs, c'est rassurant, et surtout le dividende sera maintenu. Donc ça, c'est positif. Donc ça explique cette performance du CAC 40. Romain, vous expliquiez tout à l'heure qu'une partie des boîtes du CAC 40, elles étaient à exposition internationale, avec finalement 15% seulement, je crois, du chiffre d'affaires qui est réalisé en France. Mais vous, en tant que gérant qui investissez dans l'entreprise française, quand vous avez vu ces événements, la suspension de la réforme des retraites, les taux qui se détendent, vous dites c'est une bonne nouvelle ? Pour mes valeurs, pour mon portefeuille. Oui, à court terme, c'est une bonne nouvelle, forcément, parce que il y avait un danger immédiat, c'était une France ingouvernable. Il y a un espoir qu'elle puisse avoir un budget, c'est un espoir. Voilà, c'est comme dit Valentine, c'est pas une vision à long terme qui tout d'un coup devient resplendissante sur la France. Et un retrait sur une réforme structurelle. Suspension. C'est quand même pour vous qui vous projetez sur les entreprises, vous ne dites pas on est en train de sacrifier le long terme au court terme? Aujourd'hui, on est dans du court terme dans tous les niveaux. C'est-à-dire dans tous les niveaux, au niveau des marchés. Ce qui compte, c'est le momentum. Ce qui compte, c'est donc, comme le dit Pierre, on avait un petit resserrement de spread, du coup, des valeurs ça suffit pour que les gens aillent sur Vinci, comme si découvert Vinci Veolia, qui ont pourtant des carnets de commandes, des contrats à long terme. Vous voyez, donc on est vraiment dans un mouvement très court terme. Il n'y a pas de vision, quoi. À mon avis, il n'y a pas de vision. Il y a beaucoup d'argent, que les gens ont gagné beaucoup d'argent, veulent continuer à gagner, des prises de risques. Et il y a qui fait la fortune des banques. Les banques américaines ont publié des résultats qui étaient très, très sympathiques pour toutes les activités de marché, les conseils de trading. Morgan Stanley, Goldman Sachs, c'est incroyable. On est dans une forme, mais ça peut se retourner aussi. Je veux dire, donc c'est là où mais je suis pas économiste, l'opinion de Valentine pour dire oui, l'effet richesse, mais l'effet richesse, on a vu, il s'était déjà retourné il y a 6 mois, et dans ce cas-là, il y a
bien sûr, il peut y avoir un risque. Alors justement, on va parler des marchés en général. Donc on a parlé que du CAC 40, mais en fait tous les marchés étaient en hausse cette semaine, ou quasiment tous, avec des performances sur l'année qui sont quand même excellentes. Alors bien évidemment, les performances sur les indices américains, quand on les ramène en euros, c'est pas terrible, parce que le dollar a bien baissé cette année, mais ça reste quand même des marchés qui sont des marchés extrêmement positifs. Pierre, de façon générale, alors on a parlé du CAC 40, pour vous, il y a bulle ou pas? Parce que, en fait, ce qui nous intéresse quand même, ok, on parle du CAC 40, on parle de ce que vous voulez, on sait très bien que le moteur aujourd'hui de la hausse, c'est le Nasdaq, et à l'intérieur du Nasdaq, c'est une dizaine de valeurs, on parle des 7 magnifiques, mais en fait, c'est un tout petit peu plus. Est-ce que vous dites, je regarde ça un peu comme le lait sur le feu, et je me dis que si ça déborde, il faut que je fasse attention? Nous, pour l'instant, en tout cas, à mon niveau, les fonds, on est totalement investis. D'accord. Donc, je suis assez en ligne. Les marchés, ils ont envie de monter. Là, on a une conjonction, on a des baisses de taux, on a une économie qui tient globalement. On s'attendait à bien pire. Donc quand même, au niveau macro, je veux dire, le contexte, il est très positif. Ensuite, dans le marché, il y a des endroits où c'est un peu survalorisé, où il faut faire attention. Et par contre, moi, je trouve, en tout cas en Europe, il y a énormément de sujets. On a beaucoup d'idées en ce moment. Voilà, ça c'est. Vous avez beaucoup d'idées. Il y a beaucoup de boîtes dont vous vous dites aujourd'hui c'est attractif, elles sont à des prix qui sont attractifs. Là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en ce moment, on voit des secteurs qui repartent. Donc c'est le cas du luxe depuis maintenant quelques mois. On a aussi les énergies renouvelables aussi, qui en début d'année, elles viennent de faire 4 ans de baisse, et là elles repartent enfin. Les spiritueux, ça commence à repartir, vous voyez. Donc oui, il y a des secteurs qui sont très hauts. Donc là, nous, on est méfiants. Par contre, il y en a plein qui sont en train de repartir. Et nous, c'est sur cela qu'on se concentre aujourd'hui. Et là, je trouve, en tout cas, nous, on a pas mal d'idées en ce moment. Romain, il y a beaucoup de sociétés attractives encore aujourd'hui en Europe. Comme dit Pierre, il y a beaucoup de sociétés qui, effectivement, ont été très pénalisées par elles n'étaient pas à la mode et qui retrouvent une forme d'attrait. Et il y a aussi des sociétés qui se redressent parce qu'en fait, toute l'économie, tous les secteurs ont été chamboulés après le Covid. Il y a des secteurs qui en ont beaucoup bénéficié, comme l'automobile, qui maintenant sont largement retombés parce que la pénurie d'auto a fait long feu. Il y a le secteur du luxe qui commence à toucher à sa fin. Donc voilà, ça c'est des secteurs qui ont... Après, il y a des secteurs qui vont très bien. Moi, là où je suis plus inquiet, c'est quand je vois un optimisme où effectivement... Parce qu'on est dans les marchés, on est toujours dans un cercle vertueux et dans un cercle éventuellement vicieux. Et dans l'économie... On est dans le momentum, on est dans la tendance. On est dans la tendance. Donc c'est vrai qu'il y a 6 mois, on était tous inquiets. Aujourd'hui, le consensus est très, très optimiste. Donc je dis attention, moi ça me une somme. Ok, les facteurs optimistes sont objectifs, mais on a des fragilités partout. On a une déglobalisation, on a des pays qui luttent les uns contre les autres. D'accord, il y a eu des accords de paix à Gaza, c'est très bien, mais on a quand même un monde qui devient de plus en plus incertain. Et pour moi, 1 euro gagné en Chine ou aux États-Unis n'a plus la même valeur dans le marché que ce qu'il pouvait avoir il y a 5 ou 6 ans. Expliquez ça. Expliquer parce que on n'est jamais sûr de changement de politique qui puisse avoir dans les pays, de changement de réglementation qui puisse privilégier un concurrent américain à une société européenne. On est dans un jeu qui est quand même très très difficile à suivre et qui est certainement très compliqué pour les sociétés globales. Même si il y a toutes sortes de sociétés globales, mais pour les exportateurs français pâtissent de la baisse du dollar, par exemple. Donc on est dans un monde très très mouvant. Et il y a un optimiste aujourd'hui, tant mieux, mais je suis plus réservé. Je dis, c'est dans ces moments-là où, à la limite, il faut vérifier que l'adéquation de son portefeuille correspond à son appétit pour le risque. C'est à ce moment-là qu'il faut voir, parce que les marchés ont bien monté, les gens ont gagné de l'argent. Par exemple, les ménages américains, effectivement, peu de dettes, ils n'ont jamais été, de mémoire, autant investis en actions. Donc l'effet richesse peut se retourner très vite et c'est à chacun de nos auditeurs de voir si son portefeuille action est proportionné à son appétit pour le risque. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il ferait si jamais le marché baissait de 15%, que personne n'envisage aujourd'hui, mais qui peut un jour arriver pour une succession Donc est-ce que ça l'obligerait à tout vendre ou pas, ou est-ce qu'il aurait de l'argent pour pouvoir se renforcer et passer sereinement cette période? C'est très intéressant. La transition est toute trouvée, puisque justement le thème d'après, c'est de vous demander, dans ce contexte-là, d'incertitude que vous venez de décrire, Romain, très bien, et d'éventuelle prudence ou réexamen de son portefeuille à travers tous ces événements-là. Quel type d'allocation d'actifs il faut avoir? Vous, chez Pictet AM, c'est quoi aujourd'hui? Vous dites quoi?
Nous, on n'est pas à vos clients? On est plutôt confiant sur la trajectoire économique et les résultats d'entreprise. Donc, on serait plutôt sur 60% d'actions, notamment une grosse pondération d'actions américaines. Mais toujours. Oui. Clairement, alors bon, c'est historique chez nous, mais derrière cela, on voit des résultats d'entreprise dans la tech qui vont être certainement encore très très bons. On a l'écart des quelques composantes un peu volatiles comme Tesla qui publie la semaine prochaine, mais sur du Nvidia, du Meta, de l'Amazon, etc., on n'a pas d'inquiétude qui est particulière. On revient sur les actions chinoises structurellement pour jouer l'IA, mais côté hardware, parce que grosso modo, si on résume, les Américains, domination incontestable sur les algorithmes d'apprentissage, incontestable, et de l'autre côté, la Chine se positionne sur IA robotique. Et là, en revanche, c'est un peu plus volatile, donc faut garder ça en tête pour la Chine. Et on a un questionnement qui est du côté de la banque privée, puisque vous savez que moi je suis côté asset management, banque privée, pour des raisons qui ne sont pas liées au risque géopolitique, mais on met très nettement en avant l'or. Une vraie appétence. Historiquement, on avait plutôt 5% d'allocation en or. Certains clients nous demandent jusqu'à 20%. Et j'insiste, ce n'est pas lié à une éventuelle inquiétude, mais bien plus à un marché qui est avec très peu d'offres et beaucoup de demandes, qui est le marché de l'or. Aujourd'hui, vous avez une demande très forte des banques centrales et les prix continuent d'augmenter. Quand on écoute Romain et un peu Christopher aussi, Romain nous dit, bon, il faut réexaminer son portefeuille. Qu'est-ce qu'il y a comme alternative, notamment dans la partie taux que vous maîtrisez bien, c'est votre domaine, dans une allocation d'actifs? Pour limiter un peu le risque, il y a le crédit bien noté, le crédit ce qu'on appelle investment grade. Et ça rapporte encore de l'argent? Oui, ça rapporte encore de l'argent. Et on est autour de 3-4%. Ouais. Évidemment, ce n'est pas les performances des entreprises de la tech, mais ça permet toujours de réduire la volatilité dans un portefeuille et de mais il faut en mettre dans un portefeuille équilibré. Vous dites... Dans un portefeuille équilibré, j'aurais une part je mettrais 20%. D'accord. Vous êtes d'accord avec ça, Romain, vous, dans un portefeuille équilibré à très long terme, je préfère les actions. Hein, mais oui, mais là, par exemple, vous dites... Oui, là, je vous prudent. Bon, moi, des chica monétaires, et puis voilà. Et là, c'est plutôt... Géré par Amundi c'est plutôt des fonds obligataires. Oui, des fonds obligataires. Ça, je trouve que le crédit, les fondamentaux des entreprises sont bons. Quand on parle de risque, c'est surtout les petites entreprises. Mais si on regarde les entreprises qui sont dans nos indices, elles ont des fondamentaux bons. Quelque chose qui est extrêmement positif à surveiller quand même pour le risque sur les actions, c'est la bonne tenue du marché primaire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises continuent de se financer facilement sur les marchés. Ça, c'est extrêmement important. On rappelle quand même que les grandes entreprises françaises empruntent moins cher que l'État français, ce qui est quand même... Pas toutes, mais... Si, il y a une dizaine quand même. Une dizaine, mais pas toutes. C'est pas mal quand même. Le risque, il est du côté de la dette des États aujourd'hui. Ouais. Le risque n'est plus du côté de la dette d'entreprise. Oui. Donc, tant que les entreprises... Ça, c'est une révolution quand même. On l'a déjà eu avant. Hein. Pas dans des pays développés, pas en France, mais ça s'est déjà vu avant. Ouais, en pays émergents, mais pas terrible. Pierre, dans une allocation d'actifs aujourd'hui, c'est quoi votre... alors moi, je suis assez d'accord avec Christopher. Donc, moi, je mettrais 40% de corporate, dette corporate. Nous, on a des fonds... Donc, dette corporate, c'est des emprunts d'entreprise. Et pour un particulier qui nous écoute, il y a des fonds qui font exactement, ça. Voilà. Donc nous, on a des fonds, par exemple, ils ont des performances là, depuis le début de l'année entre 3,5 et 5. D'accord. C'est pas mal, je trouve, 40% du portefeuille là-dessus. C'est un ancrage dans le portefeuille pour les gens qui nous regardent, qui ne sont pas forcément très habitués à prendre du risque. Là, je trouve ça c'est une classe d'actifs qui est intéressante, d'autant plus que les taux sont en train de baisser un peu, donc ça, c'est bien. Ensuite, après, on a des stratégies aussi qu'on appelle blend. Ça marie la value et la croissance. Là, on a un fonds qui fait 17% depuis le début de l'année. Ça, c'est action. Ouais, action européenne. Ouais, donc 40% dette corporate et ensuite tout le reste de l'action. Donc sur le blend, moi je mettrais 20%. Okay. Ensuite après matières premières, donc là il y a de l'or, il y a du cuivre aussi, il y a de l'argent, il y a beaucoup de matières premières qui marchent très bien. Là notre fonds il fait plus 60% depuis le début de l'année, ça pourrait continuer. Ensuite on a des thématiques IA. Vous l'avez chauffé là, Romain, comme vous avez donné vos performances, il a dit je vais pas laisser l'État. Après nous on a une centaine de fonds, donc il y a toujours qui marche, forcément. Voilà, après il y a la thématique IA, moi je la joue via l'environnement, enfin les énergies renouvelables, donc là je mettrais 10%. Et ensuite on a une thématique qui est très séduisante, je trouve en ce moment, c'est Space. Là on a un fonds qui cartonne, donc il a cartonné l'an dernier, cette année aussi, mais je pense pas qu'on soit encore arrivé au bout. Je pense qu'il y a vraiment encore vraiment une vision long terme là-dessus. Et puis la dernière, c'est les valeurs européennes, en particulier sur le compartiment small mid. Là, il y a plein de trucs. Super. Allez, on passe tout de suite au top ou au flop de la semaine. Christopher, c'est top ou flop? Top. Trump, c'est lié à la situation au Moyen-Orient. Il a quand même fait mieux que d'autres, donc il faut le mentionner quand il fait bien les choses.
Ouais, et puis bon, est-ce qu'on peut avoir un espoir de reconfiguration de la... Parce que ça semble en fait, voir. Hein. Là, on n'est pas dans la géopolitique, on est aussi dans l'économique, parce que évidemment, s'il y a un accord avec l'Arabie Saoudite, ça aura un impact à la baisse sur les prix du pétrole. Et on a même eu, grâce à Trump, le président indonésien qui est allé en Israël, alors que les deux États se reconnaissent pas. Il y a aussi des sujets économiques derrière, donc il faut reconnaître que ça peut fonctionner. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle pour l'économie, une bonne nouvelle pour le pouvoir d'achat par la baisse du pétrole. Complètement. Pierre, top ou flop? Moi, c'est les biotechnologies en France là, qui explosent littéralement. C'est fou. C'est hallucinant. Moi, ça fait pratiquement 20 ans que je fais des valeurs moyennes et là, on n'avait jamais vu ça. En fait, les biotech ont toujours sous-performé, à part en 2020, au moment du Covid. Sinon, c'était toujours... mais sous-performé, c'est pire que ça. Ça fait 4 ans que c'est un désastre. Ah oui, c'est clair. Et donc, et c'est vrai que le marché a totalement voulu ignorer. Et contrairement aux États-Unis, en Europe, on n'a pas eu de succès de biotechnologie comme aux États-Unis, où il y a à chaque fois, souvent, il y en a qui explosent. En Europe, on en manque vraiment. Et donc là, pour la première fois cet été, il y a eu Abivax qui est passé de 500-600 millions de capitalisation boursière à 6-7 milliards. Et ça donne enfin un précédent pour le secteur. Et donc là, il y a un appétit qui revient. Et donc là, du coup, ça a fait flamber tout le secteur. Donc les nanobiotiques, les DBV technologies, etc. Donc c'est assez remarquable. Moi, historiquement, j'évite le secteur parce que ça sous-performe tout le temps. Mais là, franchement, c'est la première fois que je commence à regarder. Et en fait, je me rends compte que ce sont des entreprises qui ont vachement mûri, qui ont beaucoup mûri, qui ont des pipelines beaucoup plus mûrs qu'avant, quoi. Et surtout, les big pharma, certaines ont eu des échecs assez importants dans des essais cliniques et de plus en plus viennent acheter des biotech qui ont des pipelines mûrs. Et ça explique cet engouement aujourd'hui. Top ou flop, Romain? Moi, j'ai pris bêtement LVMH, dont on a parlé. Ouais. Et pour moi, c'est plus l'illustration d'un marché qui attend vraiment les nouvelles. C'est-à-dire, tant que le chiffre d'affaires... LVMH a atteint un record à quasiment 900 € il y a 2 ans. Le chiffre d'affaires a commencé à ralentir, puis à baisser. Et donc là, on a une descente aux enfers et on est tombé à 430. Et aujourd'hui, on voit que le marché atteint son point bas et hop, ça revient à 600. Donc on est dans un marché qui est très très momentum. C'est là ce que je veux dire. Et ça, par exemple, vous en avez du LVMH? Bah oui, j'en ai fait beaucoup. Quand c'était en bas? Quand c'était en bas, parce que ça me paraissait... Tout le monde était désespéré. C'est-à-dire tous les analystes étaient à l'achat, quasiment tous, quand il était au plus haut. Et beaucoup des analystes à l'achat avaient baissé pavillon en passant à neutre parce qu'ils n'osent pas être à vendre sur LVMH quand c'était à 450. Donc là, on a bien senti qu'il y avait une désespérance qui était construite, que les gens ne pouvaient plus en entendre parler parce que le titre avait baissé. Bien sûr, le chiffre d'affaires... Et aujourd'hui, vous gardez ou vous... Et aujourd'hui, effectivement, on est content, on garde. Mais vous gardez. Après, voilà, on est à 600. C'est 24 fois les résultats de l'année 2026. Ça va. Voilà, ça va. Alors, ça dépend quand même de l'effet richesse. J'espère que Valentine a raison. Mais c'est finalement... On espère tous que... Mais celle-là dépend de l'effet richesse et elle est très en retard par rapport à l'effet richesse pour le coup. Valentine. Flop, la dette des États. Il y a le FMI à Washington qui se réunit cette semaine pour de réfléchir aux enjeux majeurs de l'économie mondiale. Et ils alertent sur la dette mondiale des États qui devrait atteindre 100% de la richesse mondiale d'ici 2029. Ils ont même un scénario de risque à 123%. Et ils disent que ce scénario, la probabilité n'est absolument pas faible. Donc on revient globalement sur les niveaux qu'on avait après la Seconde Guerre mondiale quand même. Bon, ce niveau de dette s'explique essentiellement à cause des pays du G20, à l'exception évidemment de l'Allemagne. Alors ils alertent il n'y a pas de réserve budgétaire en cas de choc et il y a aussi des pressions aujourd'hui sur les taux longs. Et ce qu'on va pour moi vraiment devoir surveiller, c'est les pressions qu'on va maintenant avoir sur les banques centrales pour baisser leurs taux. Ça va quand même être l'histoire des 5 prochaines années. Oui, l'inféodation, la perte d'indépendance. Allez, on passe tout de suite à ce que vous attendez aussi, le top 3 des gérants. Sébastien Lalvé, toujours caracolant en tête avec 43% de hausse. Frédéric Rosier, 40%. Céline Picmal, Trad, 31%. Et maintenant, on va se tourner pour un moment que vous attendez tous, qui est essentiel. Il me faut une musique qui fait peur. Alors on m'a dit, on a changé la musique qui fait peur. Parce que j'ai reçu un message cette semaine en me disant, vous avez mis la musique de Queen, ça fait pas du tout peur. Donc il faut mettre la musique des Dents de la Mer. Donc comme nous on écoute les gens qui vous écoutent, qui nous écoutent, parce que voilà, ça fait partie du jeu. Voilà, la personne qui m'a recommandé de changer de musique, bravo. Alors Romain, on va voir ton portefeuille s'afficher et tu vas nous dire si on garde ou on vend. On a du Alten. On garde, ça fait partie des sociétés qui sont dans le creux de leur cycle économique. On espère qu'elle a touché le point bas.
La société est très forte financièrement, donc il n'y a pas un problème de gouvernement. Enfin, le dirigeant. Le dirigeant a nommé un successeur récemment, et le dirigeant, bon, il était à sa place, mais il était dans un environnement qui était devenu plus compliqué. On a du BNP. On garde parce que la valeur est pas chère. Le management est un peu contesté sur sa stratégie, mais dans les périodes de turbulence, c'est bien d'avoir une société qui est résistante. On a du LDC. LDC, on garde, très belle valeur française. Très belle boîte. Saint-Gobain. Saint-Gobain, on allège, enfin on vend. On vend. Et on vend parce que, comme on en a parlé, le marché américain de l'immobilier est plutôt en panne, et c'est toujours pour Saint-Gobain une très grande source de profit. Bon, bravo sur Commerzbank, on sent pour 95% de hausse. On continue, on garde. On garde. Unicredit est en embuscade. Je pense qu'à terme, Unicredit réussira à prendre le contrôle de Commerzbank, car il n'y a pas vraiment d'argument pour aller contre dans une Europe qui serait un peu plus édifiée qu'aujourd'hui. On a du Unibail. Unibail, on garde. On a du UCB. UCB, on vend. C'est pour alléger les titres qui ont bien monté. On a du Canal+. Canal+, on garde, c'est une bonne histoire de moyen terme. Oui, merci, tu nous as conseillé du LVMH. Et on est déjà en hausse puisque c'était en dessous de 500 euros, et tu nous as dit qu'on gardait. Qu'est-ce qu'on achète ? On n'achète rien parce que j'ai voulu alléger le portefeuille comme je le recommande à nos clients. D'accord, donc là, attends, c'est important parce que si tu n'achètes rien, ça veut dire que tu comptes. Non, bien sûr, on a des idées, on se concentre sur nos idées, mais le message que je voulais faire passer, c'est comme tout est optimiste, il y a un consensus optimiste, c'est là où vous faites juste un peu plus prudent. C'est un message fort, je t'envoie. C'est un message fort, oui. Et puis aussi, je trouve que dans un portefeuille, 9 c'est beaucoup, 7 c'est mieux, et avant on en avait 5. Pourquoi tu dis ça ? Pourquoi parce que 9, tu vois, parce qu'on dit généralement qu'il ne faut pas une hyper-concentration. Il faut pas être trop concentré, mais il ne faut pas être trop déconcentré. Il ne faut pas attraper tout ce qui se passe. Donc il faut se concentrer sur les valeurs qu'on connaît bien, et pour pouvoir résister aux périodes plus difficiles, au lieu de se contenter de suivre une tendance. Allez, remettez-moi la musique qui fait peur, la vraie alors. Pierre, vous avez peur ou pas ? Atos Software. On garde. ID Logistics. On garde. Séché Environnement. On garde. Tetra Tech. On vend. C'est bon. Ouais. Non, c'était pas terrible. Ça n'a pas marché comme on voulait, mais Arcadis. Ça va prendre un peu plus de temps que prévu. On garde. Voltalia. On garde. Bon, et vous nous avez fait un bon conseil, le dernier, c'était EDP, 39,5%. Ouais, ça a bien marché. Ouais. Qu'est-ce qu'on achète ? On achète Carrefour, une bonne valeur française. Ah ouais, Carrefour. Il fallait la chercher, ça là. Ouais. Alors ? Ouais, c'est quoi ? Non, mais allez-y. Ouais, voilà, l'argumentaire. L'argumentaire, c'est que déjà le paysage concurrentiel en France se réduit. Donc, je veux dire, les gros deviennent de plus en plus gros. Donc ça, c'est le premier point. Deuxième point, en fait, depuis 2 ans, en fait, Carrefour a beaucoup subi les pressions sur les prix que Leclerc a mis en particulier. Et comme c'est la seule valeur cotée du secteur, c'est une valeur qui s'était engagée sur des free cash flow, etc. Et le fait d'être coté et d'avoir ces objectifs les a desservis par rapport à une concurrence très agressive, en particulier Leclerc. Là, depuis maintenant 9 mois, ils ont beaucoup investi dans leurs prix et ils ont réduit l'écart de prix avec Leclerc. Et donc, ça fait que maintenant, ils sont un peu plus compétitifs. Donc, le titre a beaucoup baissé par cette phase. Les marges sont plus faibles, non ? Non. Et en face, ils ont mis un programme de réduction de coûts pour compenser. Donc, le titre a baissé pendant toute cette époque. Maintenant, a atteint le fond. Donc, tous les analystes sont pessimistes, etc. Donc, effectivement, ce sont des éléments que j'aime bien, moi aussi. Donc, c'était parfait. Et là, Alexandre Bompard, que j'ai vu récemment, dit OK, donc on voit bien qu'il y a le titre, le dossier n'est pas bien valorisé, donc il faut faire quelque chose. Enfin, il y a une stratégie à mettre en place. Donc, il annoncera prochainement. Et dans cette stratégie, il y a une revue du portefeuille d'activité, et en particulier la présence dans les pays. Donc, il y a des pays dans lesquels Carrefour perd de l'argent depuis longtemps et ne parvient pas à changer la donne. Donc c'est le cas de l'Italie, dont ils viennent de se défaire. Mais il y a aussi la Pologne, il y a l'Argentine. Et donc cette reconfiguration, à chaque fois quand ils sortent des pays, ça fait monter le free cash flow, parce que comme ils consomment de la trésorerie dans ces pays-là, et donc ça veut dire que non seulement déjà le titre n'est pas cher au regard des multiples historiques, et en plus le free cash flow va continuer à augmenter grâce à cette revue stratégique. Et donc tout ça fait que, à mon avis, plus un pessimisme un peu exacerbé. À mon avis, le cours est au plus bas, là, je n'ai pas suivi. Ouais, on est à 13 € aujourd'hui, donc on est proche des plus bas. Donc, Le verdict de
On va étudier la valeur, Pierre, merci. tu en as On n'en a pas, non. D'accord. Non, mais c'est pas... Aujourd'hui, c'est... Non, mais sois pas forcément poli, parce que non, je suis pas poli. Tu trouves que c'est une idée... On adore aujourd'hui, c'est une idée naze, tu le dis. Non, c'est pas une idée naze. Aujourd'hui, c'est la course ce qui marche bien en bourse, c'est la course aux perdants. Ouais. Comme quand même les gagnants sont très très chers, on l'a vu, et dès qu'ils perdent un peu, ils s'effondrent. On le voit avec Novo Nordisk et compagnie. Il faut trouver les perdants d'aujourd'hui qui peuvent aller juste un peu mieux. Il suffit pas de se retourner complètement, il suffit d'aller un petit peu mieux, montrer qu'on va dans regarder le dossier. On va regarder le dossier. Merci de nous avoir suivis, merci à tous les invités. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission dont je peux déjà vous annoncer qu'elle sera exceptionnelle. Et surtout, n'oubliez pas que vous pouvez nous voir, nous réécouter, nous revoir et nous réécouter encore en replay et en podcast pour qu'on explose le record en 2025. C'est votre argent sur BFM Business.